France Info, les informés, Bérangère Bonte. Bonsoir à tous. Au menu des informés, évidemment, la mort de Frédéric Mitterrand. On l'a appris ce soir. Écrivain, réalisateur, animateur de télévision, ministre de la Culture aussi, de Nicolas Sarkozy. Personnalité inclassable, diront certains. Le neveu du président Mitterrand avait 76 ans. Et on va revenir sur les grands moments de son parcours. Au menu également, le déficit de la France qui va déraper au-delà des 5%. Le gouvernement a-t-il minimisé la gravité de la situation ? C'est ce que laisse entendre très clairement le rapporteur du budget au Sénat. Les Européens au chevet de l'Ukraine. On verra comment se passent les retrouvailles des 27 pour la première fois ensemble depuis les déclarations d'Emmanuel Macron sur l'hypothèse d'envoyer des troupes au sol. Et puis le Sénat qui dit non au traité de libre-échange CETA, traité entre les Européens et les Canadiens, dans une alliance inédite entre les communistes et la droite. On parle de tout ça avec Armelle Le Goff, directrice adjointe de la rédaction de l'hebdomadaire Le Point, Claire Planchard, rédactrice en chef information générale du groupe EBRA, et Bruno Cotresse, chercheur CNRS au CEVIPOF. Bonsoir et bienvenue à tous. Et je salue Matteo Maestracci. Bonsoir Matteo. Bonsoir. Service culture de France Info, Frédéric Mitterrand, personnalité inclassable, le mot est peut-être pourrait paraître galvaudé, mais c'est vraiment le cas. Oui, et on vient de se dire bonsoir, Bérangère. C'est ce fameux bonsoir, un petit peu traînant, bonsoir, qui restera la signature de Frédéric Mitterrand. Et ce sont ces émissions, évidemment, de télé dont se souvient le plus le grand public. Alors, il y a eu la partie politique, évidemment, on va en parler, mais il y avait cette émission Étoiles, Étoiles, ça ne nous rajeunit pas. Moi, je suis né en 1980, j'en ai quelques souvenirs. C'était sur TF1 de 81 à 86. Ensuite, il avait traversé la Seine pour aller à Antenne 2 à l'époque, France 2 aujourd'hui, du côté de chez Fred, sur France 2, passionné de culture, passionné d'histoire. Il arrivait à transmettre ça dans ses émissions, à la fois la culture et l'histoire. Il a toujours été passionné également de cinéma. Hein. Son émission s'appelait Étoiles, Étoiles, c'était pas pour rien. Il avait lui-même d'ailleurs été gestionnaire d'un cinéma qui s'appelait l'Olympique dans le 14e arrondissement de Paris dans les années 70. Il avait ouvert des salles d'art et essai qui s'étaient un petit peu cassé la figure financièrement. Et puis en 1981, quand il commence à le présenter, cette émission Étoiles sur TF1, il sort lui-même son premier film, un documentaire, Lettres d'amour en Somalie, qu'il adapte aussi en même temps en roman. Et puis en parallèle à cette carrière cathodique, médiatique, qui fait qu'il était devenu familier des Français, il avait commencé à graviter un peu dans le monde institutionnel. Il s'était notamment occupé de l'année du Maroc à Paris, c'était en 1999. Et petit à petit, il est arrivé au CNC, le Centre national du cinéma. Et ce qui est amusant avec le recul, c'est que c'était un homme de gauche, neveu de François Mitterrand, on l'a dit, et s'il avait été nommé à l'avance sur recette du cinéma au CNC par Catherine Tasca en 2000, c'était dans le gouvernement Jospin, c'est bien Nicolas Sarkozy, donc un homme de droite, clairement, qui lui avait donné ses postes les plus prestigieux, avec d'abord la Villa Médicis en 2008 à Rome, et puis ensuite le ministère de la Culture, poste qu'il a occupé pendant 3 ans, de 2009 à 2012, avant la victoire de François Hollande à la présidentielle de 2012. Et d'ailleurs, en janvier encore, il y a vraiment quelques semaines, Frédéric Mitterrand avait été l'invité de Julien Langlais sur France Info pour commenter l'arrivée rue de Valois de Rachida Dati, ce qu'il avait à l'époque considéré comme une très bonne idée. Autour de la table, les informés, je vous voyais réagir sur la partie télé. Il y a évidemment ce parcours politique pas commun. On avait parlé de prise de guerre, on va dire ça comme ça, pour cet homme de gauche qui entre dans un gouvernement de Nicolas Sarkozy, Bruno Cotresse. Oui, c'est clair que d'abord, on l'a redit, c'était une personnalité que tout le monde connaît en France. Vous, ce qui vient d'abord, c'est quoi quand on dit Frédéric Mitterrand ? Ce qui vient d'abord, c'est évidemment l'homme de culture et de cinéma. C'est évidemment pour toute une génération Étoile, cette incroyable émission de télé qui racontait le cinéma, qui racontait les vies des stars en même temps, avec la tonalité que lui donnait Frédéric Mitterrand, le choix qu'il mettait, le soin qu'il mettait au texte de ses présentations, qui était assez éblouissant, effectivement. Donc moi, ce qui vient en premier, c'est d'abord l'amoureux fou de cinéma et de culture qu'il était. J'ai eu l'occasion, il y a à peu près un mois, de faire un plateau de télé un soir avec lui, où il était venu, effectivement, dire tout le soutien qu'il apportait à la
nomination de Rachida Dati. Il disait qu'il fallait des personnalités toniques qui incarnent le ministère de la Culture, parce que c'est jamais gagné dans un gouvernement d'incarner le ministère de la Culture et de lui faire gagner des arbitrages. Et donc, on voyait que c'était toujours quelqu'un qui était très au fait de ces questions de culture et de cinéma. Il avait d'ailleurs l'air de tenir absolument à appuyer cette nomination. Moi, ça m'avait frappé. Je ne sais pas comment vous avez compris ça, Armelle Le C'est Goff. peut-être la similitude avec le fait qu'il ait été exactement. considéré à l'époque comme une prise de guerre par Sarkozy, et que là, le côté un petit peu à contre-courant de la nomination de Rachida Dati par Ça lui plaisait, Macron. ouais. Sans doute que ça lui plaisait. C'était une personnalité très éclectique, qui avait un goût de l'écriture, et il a beaucoup écrit, et même récemment encore, il avait écrit sur la maladie de son frère qui avait eu le Covid. Il avait écrit aussi, il me semble, quelque chose sur Brad Pitt il y a quelques mois. Donc il aimait écrire, puis il aimait les gens. Et c'est ça aussi qui transparaissait beaucoup dans son amour du cinéma, des stars, des autres. C'est la rencontre aussi qui alimente, enfin qui donnait sa force, je pense, à ses émissions et à sa façon d'exister et d'être reconnu. Claire Planchard, pour vous Oui, je rejoins, et c'est surtout, je pense, cette voix, j'en parlais tout à l'heure avant prise d'antenne, mais il a tellement occupé, je pense, pour beaucoup de Français, les soirées dans ses récits, des personnalités, des têtes couronnées. Il avait presque un peu d'autodérision, et j'ai le souvenir, effectivement, que dans Amélie Poulain, il avait prêté sa voix à cette espèce de faux documentaire. Donc, Amélie Poulain, un film qui a eu un succès, voilà, et c'est vraiment un film populaire qui a eu beaucoup de succès, un faux documentaire sur cette Amélie Poulain qui se voyait en Mère Teresa. Et donc, on voyait à la fois cette écriture, cette diction, ce rythme reconnaissable entre tous. Et je pense que ça montre un peu l'éclectisme de cette personnalité et son souhait de lier les arts et voilà, d'avoir une certaine autodérision par rapport au personnage médiatique qu'il était devenu, en fait, pour beaucoup de Français. Le fil info, et on continue d'en parler 20h10, Emmanuel Langlois. Et il fut tour à tour journaliste, romancier, animateur télé, radio, réalisateur, directeur aussi de la Villa Médicis à Rome, puis ministre de la Culture. Frédéric Mitterrand est donc décédé aujourd'hui à l'âge de 76 ans, neveu de l'ancien président François Mitterrand, ministre sous Nicolas Sarkozy. Cette personnalité inclassable, grand cinéphile, avait annoncé en avril dernier être malade sans en dire davantage. Sa disparition me bouleverse, réagit sur X Jack Lang. Gabriel Attal annonce lui le lancement d'un audit des espaces numériques de travail des établissements scolaires après qu'une cinquantaine de lycées d'Île-de-France ont reçu depuis hier des messages de menaces d'attentats terroristes accompagnés d'une vidéo de décapitation. Un total de 2,7 tonnes de cocaïne saisie par les douaniers lundi au port du Havre dans un conteneur en provenance de Guadeloupe. Les plus de 2400 pains de drogue étaient dissimulés dans des caisses de déménagement. Et puis à l'étranger, le chef du Mossad, les services de renseignement israéliens, attendu demain à Doha, au Qatar, pour y rencontrer le chef de la CIA dans le cadre des négociations autour d'une éventuelle trêve dans la bande de Gaza. Pour la première fois hier, les États-Unis ont appelé à un cessez-le-feu immédiat dans l'enclave palestinienne. France Info. 20h, 21h, France Info, les informés, Bérangère Bonte. On est en compagnie d'Armelle Le Goff du Point, Claire Planchard du groupe EBRA, Bruno Cotrez du CEVIPOF, et pour le service culture de France Info, Matteo Maestracci, après l'annonce ce soir de la mort de l'ancien ministre de Nicolas Sarkozy, Frédéric Mitterrand, mais surtout le réalisateur, l'homme de télévision. Et on ne l'a pas dit, Matteo, l'historien, le géographe, l'enseignant, donc prof d'histoire, prof des géos, prof d'économie. Gros attachement aussi à la Tunisie, on peut en dire un mot, et à la Méditerranée. Oui, absolument. Et je vous le disais un peu tout à l'heure, il avait, quand il y avait eu des partenariats entre France et Tunisie, notamment dans les années 90, il y avait eu l'année de la Tunisie en France, l'année du Maroc en France. C'était à lui qu'on avait demandé, avec une casquette d'amateur de ces pays, de ces cultures-là, de mener ça. Effectivement, il avait lui-même un petit peu enseigné, très brièvement, mais avant d'être repris par sa passion du 7e art à l'époque.
et puis dans sa vie privée aussi, puisque vous parliez de son attachement à la Tunisie. Frédéric Mitterrand a toujours été ouvertement homosexuel, c'est quelque chose qu'il n'a absolument jamais caché. Il laisse derrière lui 3 fils, il a un fils naturel qui est né en 1981 et 2 garçons plus jeunes qu'il avait adoptés justement à Hammamet en Tunisie. Donc il avait un fort attachement évidemment à cette culture-là et une passerelle qu'on peut faire d'ailleurs avec Jack Lang qu'on a entendu à l'instant, qui devrait réagir ce soir sur France Info, actuel patron de l'Institut du monde arabe, amoureux des cultures méditerranéennes en général. Quand on parle de Tunisie aussi, il était ministre dans le gouvernement de Nicolas Sarkozy au moment de la chute du Tunisien Ben Ali. On sait, en tout cas moi je me souviens pour avoir travaillé sur cette période-là, qu'il a beaucoup échangé avec Nicolas Sarkozy sur l'état réel de ce pays et que on ne va pas lui faire porter bien entendu la responsabilité du retard de la France dans la condamnation de ce qui se passait là-bas. Mais ça fait partie de l'histoire. En tout cas, il a accompagné Bruno Cotresse cette période-là des rapports entre la France et la Tunisie. Oui, c'est sûr qu'il avait cette grande passion pour le Maroc, pour la Tunisie, qui partage d'ailleurs avec beaucoup d'intellectuels français, beaucoup de personnalités des arts et de la culture. Bien évidemment, alors après, ce qu'il avait pu jouer un rôle, on se rappelle surtout de la ministre de la Défense de l'époque, qui avait, Michel Alliot-Marie, qui avait également un peu trébuché sur ce dossier, on va dire les choses comme ça. Mais sans aucun doute que le président Sarkozy, sachant l'attachement de Frédéric Mitterrand à la Tunisie et ses connexions avec ce pays, avait sans aucun doute dû un peu s'appuyer sur ses conseils, j'imagine en tout cas. Un souvenir en particulier pour finir sur... peut-être qu'on peut dire que ça a été un ministre de la Culture qui est resté assez longtemps rue de Valois, puisque en général... 2009-2012. Voilà, c'est 3 ans et c'est généralement un peu plus court quand on est nommé au ministère de la Culture, et qu'il avait porté la loi Hadopi II sur la protection de la création. Donc une loi quand même importante pour le monde de la culture et de la création et des arts. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir avec les informés et les souvenirs de chacun sur Frédéric Mitterrand qui s'est éteint donc ce soir à l'âge de 76 ans. Merci beaucoup Matteo Maestracci, service culture de France Info. Merci à vous. Notre deuxième sujet, le déficit de la France, rien à voir, qui va donc déraper au-delà des 5% qu'évoquait ce matin Thomas Cazenave, le ministre des Comptes publics sur France Info. On va rappeler que la prévision sur laquelle le budget a été établi, c'était 4,9, budget voté en décembre. Et pour tenter d'y voir plus clair, figurez-vous que la Commission des finances du Sénat a envoyé cet après-midi à Bercy son rapporteur général Jean-François Husson pour ce qu'on appelle un contrôle sur pièce et sur place. Ça fait partie de sa mission de contrôle. Et alors là, le constat, disons-le, est assez accablant. Il parle désormais d'un chiffre, non pas de 4,9, non pas de 5% du PIB, mais de 5,6. Et plus grave, vous allez l'entendre, il affirme que le gouvernement a ignoré des éléments inquiétants dès le mois d'octobre et ensuite à nouveau en décembre. Ça donne l'impression que le gouvernement a donc fait un pari dangereux d'une croissance très forte au 4e trimestre, alors que les signaux étaient à ce moment-là au rouge. Dès décembre 2023, les services de Bercy alertaient le gouvernement sur un déficit pour 2023 prévu alors à moins 5,2. Il aura fallu un trimestre pour que le gouvernement sorte du bois. Là encore, je pense qu'il aurait dû ajuster la trajectoire du PLF. Voilà, et il dit aussi, Jean-François Husson, qu'en février, Bercy était sur 5,7 au moment justement où, comme il dit, le gouvernement est sorti du bois et a annoncé des coupes budgétaires. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, annonçant ces coupes budgétaires. Alors les accusations sont graves. Écoutez ce que lui répond le député de la majorité sur France Info, Mathieu Lefebvre.
Je pense qu'il exagère grandement la situation. Il pense que le gouvernement était alerté, qu'il n'a pas tiré la sonnette d'alarme. La vérité, c'est qu'il a pris les conséquences de ce ralentissement économique à bras-le-corps, puisqu'il a lui-même proposé un décret d'annulation de 10 milliards d'euros de crédit. On peut le critiquer pour cela, mais on ne peut pas à la fois dire que le gouvernement savait et qu'il n'a pas agi. Ça n'est pas possible. Alors, je voudrais vous entendre évidemment, mais je vais vous faire écouter encore une réaction, parce qu'évidemment, les oppositions réagissent beaucoup. On leur avait fait une réputation de Mozart de l'économie. Ils ont créé 900 milliards de dettes, ironisait hier Marine Le Pen pour le RN. Mensonge ou incompétence, interroge carrément Valérie Rabault, la première vice-présidente de l'Assemblée nationale, députée PS du Tarn-et-Garonne, ancienne rapporteure générale du budget à l'Assemblée, elle, qui était ce matin sur France Info. Depuis 2022, l'Assemblée nationale n'a voté aucun budget. Tout est passé en 49.3. Et donc, ne pas avoir une expression démocratique lorsqu'il y a une situation économique qui est difficile et que je ne nie pas, que je ne nie absolument pas, je pense que c'est pas responsable. Mais quoi qu'il en soit, le gouvernement va devoir rendre des comptes pour expliquer comment il passe d'un déficit prévu de 4,9% à peut-être plus de 5. Je ne sais pas si on ira jusqu'à 5,6, j'en sais rien, on verra la semaine prochaine. Mensonge ou incompétence, c'est un pilotage des finances publiques qui ne va pas du tout. Mensonge ou incompétence, on est clairement avec tout ça dans un procès en insincérité. Qu'est-ce que ça vous inspire? C'est grave en tout cas comme accusation, Claire Planchard. Oui, et puis la séquence est assez assassine parce qu'on a entendu beaucoup Bruno Le Maire, le ministre des Finances depuis 7 ans, en début de semaine, fin de semaine, qui faisait la promotion de son nouveau livre où il parlait de sérieux budgétaire, d'économie, enfin voilà, il a démenti prendre des habits de présidentiable, mais bon, clairement, certains y ont vu un livre-programme. Et on a là une séquence où, effectivement, d'un côté, le gouvernement temporise et refusait ces derniers jours déjà de confirmer cette rumeur de 5,6% qui a été sortie dans plusieurs médias. Et là, ce contrôle qui est de l'ordre des prérogatives de la commission du Sénat, d'aller à Bercy, regarder les documents et de dire, regardez, voilà ce qui est véritablement ce qui nous attend, puisque c'est mardi que l'INSEE doit officialiser le chiffre. Et une séquence qui est très, très dommageable pour le gouvernement. Et effectivement, dans une période électorale à quelques mois des européennes, les oppositions s'y engouffrent, sachant effectivement qu'ils sont en minorité à l'Assemblée et que s'ils devaient faire une loi de finances rectificative, ils passeraient par le 49.3. Donc, ils sont coincés. Ils n'auraient pas le choix. Oui. Voilà, Bruno Le Maire l'a annoncé potentiellement à l'été, après ce coup de rabot là, de 10 milliards. Mais il y a une vraie tension sur ce sujet. Jean-François Husson dit aussi « Je n'ose pas croire qu'il s'agit d'une stratégie de communication ». Bruno Cotresse là aussi, les mots sont quand même extrêmement durs là ce soir. Oui, les mots sont durs, sont importants. Symboliquement, c'est très important. On va préciser qu'il est républicain, François Husson. Il est sénateur républicain, il est président de la commission des finances au Sénat. Et on voit que c'est le contrôleur contrôlé d'une certaine manière, c'est descendre du Sénat à Bercy. C'est quand même très sérieux parce que ce sont des parlementaires qui ont une mission essentielle en démocratie, certifier nos comptes publics, les ministres et les parlements qui s'en chargent, c'est évidemment un point capital de notre fonctionnement économique et démocratique. Donc là, on est vraiment dans le dur, dans quelque chose qui est très très lourd et très sérieux. Il faut rappeler quand même que le gouvernement, il a en ligne de mire aussi les agences de notation, Standard & Poor's, qui arrive dans pas longtemps, avec tout le monde qui redoute une dégradation éventuelle de la note de la France. Et sur ces questions, on voit qu'il est en train de se passer quelque chose. C'est pas seulement budgétairement qu'il est en train de se passer quelque chose, mais c'est politiquement qu'il est en train de se passer quelque chose, avec beaucoup d'acteurs qui commencent à dire finalement, dans la perspective de 2027, ça va devenir le sujet. Ça va être un des sujets très importants. Et comme une des dimensions assez fondamentales aujourd'hui de notre vie politique dans la perspective de 2027, c'est que va-t-il se passer à droite et au centre droit, où on sait que cette question, elle va jouer un rôle très important. C'est clair. Voilà, on voit qu'on est rentré dans quelque chose de très très important politiquement aussi. On va rentrer plus en profondeur encore dans tout ça. 20h21 d'abord, le fil info, Emmanuel Langlois. À la disparition de Frédéric Mitterrand, il avait 76 ans, ministre de la Culture de Nicolas Sarkozy de 2009 à 2012, neveu de l'ancien président François Mitterrand. Il avait marqué l'histoire de la télévision française en présentant de nombreuses émissions et en réalisant aussi des films pour le cinéma. En avril dernier, Frédéric Mitterrand avait annoncé qu'il était malade depuis 3 mois. À la Courneuve, en Seine-Saint-Denis, la marche blanche organisée à la mémoire de Wanis a rassemblé plusieurs centaines de personnes cet après-midi. Mercredi dernier, l'adolescent avait été tué
tué lors d'une collision à scooter avec un véhicule de police après un refus d'obtempérer. La CGT de la RATP appelle à la grève le 4 avril prochain. Le premier syndicat du groupe de transport francilien demande un retour à la table des négociations pour discuter de hausse de salaire. Les 27 réunis jusqu'à demain en sommet à Bruxelles pour s'entretenir des moyens pour mieux armer l'Ukraine face à la Russie. Parmi les pistes envisagées, l'utilisation des bénéfices générés par les avoirs russes gelés ou encore la mise en avant des fournisseurs d'armes européens au détriment des Américains. France Info. 20h, 21h, France Info, les informés, Bérangère Bonte. On parle de ce déficit public de la France qui dérape pour 2023 avec Bruno Cotresse au Cevipof, Claire Planchard du groupe EBRA et Armel Le Goff du Point. Jean-François Husson, le rapporteur général du budget dont on parlait au Sénat, dit aussi que c'est une situation inédite. Est-ce qu'on a déjà eu ce type de dérapage et ce type de décalage entre les prévisions sur lesquelles le budget est établi et le déficit à l'arrivée? Et est-ce qu'on a déjà eu cette accusation d'insincérité finalement, Bruno Cotresse ou Armel Le Goff? Moi, je ne saurais pas vous répondre sur cette accusation d'insincérité, mais on avait des signaux quand même depuis plusieurs mois sur des prévisions de croissance qui étaient pointées beaucoup trop à la hausse, sur l'agitation qui avait quand même gagné déjà Bercy et l'Élysée en décembre, me semble-t-il. On était sur des marges, sur du 0,1, sur du 0,2. Enfin, là, on est quand même... Avec une agence de notation qui menaçait de dégrader la France. Et il y avait eu vraiment des gros coups de chaud. Donc là, effectivement, il y a un décalage qui est énorme. Pour l'instant, on n'a pas non plus les chiffres définitifs. Le chiffre de 5,6, clairement, il était sorti dans la presse parce que c'est le directeur du budget lui-même qui l'avait dit en réunion interne. Et il ne sort pas de nulle part, ce chiffre. Et c'est effectivement le chiffre qu'on retrouve là avec le sénateur. Le vocabulaire, évidemment, est très important. Hein. L'idée d'insincérité. Là, on voit que sur les signaux qui sont envoyés au pays, les signaux qui sont envoyés aux différents électorats, c'est quelque chose qui va imprimer. Je me demande si ça n'est pas arrivé déjà, qu'un budget de la France soit qualifié d'insincère. Il faudrait reprendre ça. Mais surtout, on voit que c'est corrélé. Et là, de ce point de vue-là, ce que disait Valérie Rabault peut s'enchaîner dans l'opinion, c'est corrélé pour certains à l'idée de l'absence de débat budgétaire avec des budgets votés au 49.3. Et c'est vrai que depuis cette situation inédite, d'avoir cette majorité relative, tout le monde se pose la question, est-ce qu'en démocratie, pendant un mandat entier, 5 ans, tous les budgets pourraient être adoptés au 49.3. On voit qu'il y a une difficulté qui n'est pas constitutionnelle. C'est tout à fait constitutionnel de le faire. Mais on voit qu'il y a une grosse difficulté politique. Le budget, c'est quand même le cœur de l'activité parlementaire. Mais est-ce que ça entraîne une transmission de moins d'informations aux oppositions? Le fait que tout ça passe en 49.3, non, parce que c'est dans les textes, malgré tout. Ça entraîne moins de délibération. Moins de délibération, c'est moins de délibération, et moins de délibération veut dire potentiellement moins de démocratie. Oui, puis sur toutes les options qui sont sur la table, en fait, quelles options sont sur la table? Alors justement, c'est un point assez important. Et dans la séquence, on a pu lire ce matin les comptes rendus de la réunion d'urgence, qui pour le coup, elle est assez atypique. Hier soir à l'Élysée, où le président de la République s'est entouré des membres de la majorité, de ministres éminents, pour traiter notamment de cette question de quelles options en cas de dérapage budgétaire. Mathilde Sirot raconte cette soirée dans Le Point, aucun arbitrage, et la soirée se termine quand même au champagne. Donc, insoutenable légèreté quand même à l'Élysée. Parmi les pistes, il y avait un tabou absolu sur la hausse d'impôts. Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, c'est pas n'importe qui, évoque clairement, visiblement, le sujet hier soir à l'Élysée. C'est un tabou qui va finir par une ligne rouge qui va finir par être franchie, ça? C'est compliqué parce que le chef de l'État a réitéré à de nombreuses reprises cet engagement très fortement. Et pourquoi elle fait ça? Il y a une répartition des rôles. Je pense qu'il y a une vraie discussion. Il y a sans doute une vraie discussion qui est comment combler les trous. Certains sont plutôt sur l'idée qu'il faut accentuer l'activité, l'emploi. Par exemple, la bataille sur le front de l'emploi des seniors. Pour beaucoup de membres de la majorité, c'est au fond là la solution, faire rentrer des cotisations, faire rentrer de l'impôt sur le revenu et des cotisations. D'autres disent on n'échappera pas à des augmentations d'impôts et on voit bien le débat qu'il doit y avoir à l'intérieur
sur ces questions-là, mais c'est très difficile parce que le chef de l'État s'est quand même engagé à plusieurs reprises sur l'absence d'augmentation des impôts. Il y a la piste de l'indemnisation du chômage dont on parlait ces derniers jours. Et alors, Bruno Retailleau, sénateur LR, a lui d'autres pistes. On va l'écouter. Pour l'administration administrante, parce que on a des fonctionnaires, je vois Marie, par exemple dans les départements, les préfectures sont à l'os et on a besoin d'un État présent au niveau territorial. Ces fonctionnaires je les trouve dans les grandes administrations centrales. C'est eux qui produisent de la norme. Et donc on aura double bénéfice en salaire, mais surtout bénéfice normatif. Et si on débureaucratise la France, ce sont des milliards. Voilà, ce matin, chez nos confrères de Sud Radio, donc on supprime des postes de fonctionnaires, la solution de la droite. Claire Planchard. On va avoir des propositions de tout le monde et qui vont être dans l'ordre de leur famille politique. C'est-à-dire que chacun va y aller de sa proposition, mais on peut quand même rappeler qu'on est dans un contexte vraiment très particulier, géopolitique, qui s'est aggravé. On a parlé de l'Ukraine, il y a la Chine qui ralentit. Enfin, il y a quand même des choses. Et puis les partenaires européens, notamment l'Allemagne aussi, qui patinent en termes de croissance. Donc on est dans un contexte particulier et chacun va venir amener effectivement des propositions. L'administration, on en a quand même beaucoup parlé après les Gilets jaunes. Là, il parle des administrations locales, il essaie de faire le distinguo, mais on a des services publics dans des situations difficiles. Le quoi qu'il en coûte, politiquement, enfin quand même, les Français ont apprécié ce soutien et notamment aussi les chefs d'entreprise. On se souvient du Covid, cette dépense publique a été massive. C'est peut-être plus difficile aujourd'hui de dire qu'on va tout couper. On voit bien le gouvernement dans une difficulté. Enfin, la marge de manœuvre n'est pas immense. Enfin, je sais pas parce que les mêmes oppositions qui pointent une insincérité et qui demandent du coup une remise à plat des finances publiques sont les mêmes qui régulièrement réclament des moyens pour les agriculteurs récemment, pour l'hôpital, pour l'éducation nationale, en pointant les faillites d'un système qui est en difficulté aussi budgétaire. Donc c'est vrai que là, on va avoir effectivement un éventail de propositions qui nécessitent vraiment du débat et de pouvoir être proposé aux Français. Et, juste pour conclure sur ce thème, Jean-François Husson pointe aussi, quand vous parliez du risque politique, Bruno Cotresse tout à l'heure, comme une rupture de confiance qui, à 4 mois des européennes, peut aussi avoir des conséquences politiques énormes. Il le dit aussi clairement. Vous partagez ça ? Oui, c'est clair que déjà l'état global de l'opinion est un état assez inquiet. Voilà, le niveau d'anxiété, de santé mentale du pays. Enfin, on a de très nombreux indicateurs qui nous montrent que le moral ne va pas très fort, globalement dans le pays. Et c'est vrai que rajouter une couche supplémentaire qui est d'élever le niveau d'anxiété ou d'inquiétude pour les acteurs économiques, mais pour les ménages aussi, en disant peut-être qu'il va y avoir des augmentations d'impôts, peut-être qu'on va passer des coups de rabot, peut-être qu'on va supprimer des emplois dans la fonction publique. Et peut-être qu'on n'a pas tout dit au départ. Voilà, et ça introduit cette idée qui est, mais alors au fond, ils ne savent pas ce qu'ils nous racontent, il n'y a pas de visibilité, comment se fait-il qu'on découvre ça du jour au lendemain ? Et ça souligne encore une fois un problème fondamental qui est où est le cap principal, c'est-à-dire qu'on s'y tienne, qu'on dise il y a une priorité absolue, ça on n'y touchera jamais, et qu'on dise un peu plus clairement les choses de ce point de vue-là. On voit que ce problème est là depuis... Et tant de messages contradictoires ont été passés. En 2-3 ans, les priorités ont un peu bougé. Des fois, c'est le climat et l'écologie. Des fois, c'est l'éducation. Peut-être maintenant, il faut se préparer à la guerre. Voilà. Et c'est vrai que l'opinion, de ce point de vue-là, est un peu perdue. Merci pour la transition, Bruno Cotresse. Après le point sur l'info, on va évoquer ce sommet européen de Bruxelles, où il est question justement d'Ukraine. 20h30, le point sur l'info. Et bonsoir Thomas Giraudot. Bonsoir Bérangère, bonsoir à tous. Les hommages après l'annonce du décès de Frédéric Mitterrand à l'âge de 76 ans, l'ancien ministre de la Culture sous Nicolas Sarkozy. L'ex-président de la République décrit un homme profondément humain. Sur France Info ce soir, l'écrivain Éric Orsena, proche de Frédéric Mitterrand, salue un grand visage, une voix de la télévision. Frédéric Mitterrand avait animé plusieurs émissions sur la culture et le cinéma. Sa famille précise ce soir qu'il luttait depuis plusieurs mois contre un cancer. Les éleveurs, notamment bovins, se félicitent du vote des sénateurs. Ils ont rejeté
rejeté à une large majorité le CETA, le traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. Il s'applique depuis 7 ans, même si le Sénat ne l'a jamais ratifié. Les produits canadiens sont une source de concurrence déloyale, dénonce une partie du monde agricole. Le ministre délégué au commerce extérieur fustige une manœuvre politique des sénateurs à quelques semaines des élections européennes. Le rapporteur général du budget du Sénat, lui, s'est rendu à Bercy cet après-midi, visite surprise pour constater l'ampleur du dérapage du déficit public, estimé par le ministère de l'économie. Il devrait atteindre 5,7% du PIB, de la richesse produite cette année, et 5,9% l'an prochain. L'opposition reproche au gouvernement d'avoir tardé à dévoiler ses mauvaises prévisions. Volodymyr Zelensky met de nouveau la pression sur les Européens. Il s'est adressé aux 27 chefs d'État et de gouvernement de l'UE réunis à Bruxelles pour fournir plus de munitions à l'Ukraine dans sa guerre contre la Russie. Et puis un soulagement mitigé chez le millier de salariés de 26 Galeries Lafayette situées à Amiens, à Toulon ou encore à La Rochelle. Le tribunal de commerce valide le plan de continuation présenté par leur propriétaire Michel Oyon. Les emplois sont pour l'instant préservés, mais les syndicats se méfient de l'homme d'affaires mis en cause dans une enquête pour escroquerie en bande organisée. France Info. 20h, 21h, France Info, les informés, Bérangère Monte. Autour de la table ce soir, Claire Planchard, rédactrice en chef information générale du groupe EBRA, Armelle Le Goff, directrice adjointe de la rédaction de l'Hebdomadaire Le Point, et Bruno Cotresse, chercheur CNRS au CEVIPOF et enseignant à Sciences Po. Si nous voulons la paix, il faut se préparer à la guerre. Qui a dit ça ? Le président du Conseil européen, Charles Michel, c'est dans une tribune publiée dans plusieurs quotidiens européens et c'est ce qu'il a dû répéter aux 27 chefs d'État et de gouvernement réunis en sommet à Bruxelles. Comment passer en économie de guerre quand les caisses sont vides ? On le sait en France, mais ce n'est pas vrai uniquement en France. Et c'est toute la question. Bonsoir Angélique Boin. Bonsoir à tous. Correspondante de France Info à Bruxelles. Alors parmi les pistes pour soutenir toujours l'Ukraine, évidemment, il est question d'utiliser les intérêts des avoirs russes gelés. Expliquez-nous et dites-nous qui est pour, qui est contre parmi les 27. Alors ces avoirs russes gelés, en fait, il faut le rappeler, c'est sur ces sommes colossales qui sont gelées dans des banques en fait européennes, en Belgique essentiellement, qu'elles sont estimées à 210 milliards d'euros et en fait depuis plus de 2 ans, elles génèrent des intérêts environ 3 milliards d'euros par an. Quand on pensait que l'Ukraine allait renverser la situation sur le terrain militaire, on se disait que ce sera toujours utile cet argent pour la reconstruction. Mais aujourd'hui, vous l'avez dit, la question n'est plus de reconstruire, mais d'empêcher l'Ukraine de tomber. L'idée est donc de puiser dans cet argent pour acheter des munitions. Pour le faire, il fallait quand même une proposition juridique assez solide, car depuis des mois, on entend des experts européens dire que si on ponctionne ces intérêts, ça pourrait détourner des États ou des investisseurs non européens des places financières de l'Union. Donc il fallait utiliser cet outil avec quand même intelligence, en tout cas avec un support juridique. Et la Commission a proposé ce support juridique hier. Donc les 27 dirigeants qui sont réunis ce soir ici sont en train d'en discuter pour valider ou non cette proposition. Alors les grands pays européens, France, Allemagne en tête, sont d'accord. Les pays de l'Est, Pologne évidemment, sont aussi d'accord. Il y a quand même quelques pays où il y a une tradition de neutralité militaire, comme l'Autriche ou l'Irlande, qui sont eux réticents non pas à l'idée de ponctionner ces intérêts pour les utiliser en faveur de l'Ukraine, mais à l'idée de les utiliser pour acheter des armes. On comprend tout de même ici ce soir que face à l'urgence, ils peuvent basculer. Il y a une inconnue aussi, c'est Viktor Orban, le Hongrois, toujours aussi pro-russe. Quelle position va-t-il adopter ? On ne le sait pas à cette heure-ci. On sait aussi que ces quelques milliards, ce ne sera pas suffisant pour changer le cours de la guerre, mais c'est quand même une somme bienvenue. Vous l'avez dit, les caisses sont vides un peu partout. Cela pourrait se décider, sinon ce soir, au moins dans les prochaines semaines. Et en visio, eh bien, le président Zelensky, oui, il a été très insistant sur l'urgence d'envoyer des armes, mais aussi de renforcer toute l'industrie de défense en Europe. Il n'a pas exclu que ce fou, il parlait de Poutine, ordonne l'extension de sa guerre à d'autres pays. Il a encouragé vivement les 27 à s'y préparer militairement. Juste d'un mot, on parlait des avoirs russes gelés. Il y a d'autres hypothèses, notamment il y a cet emprunt dont a parlé Emmanuel Macron. Est-ce que c'est sur la table aussi, ça ? Oui, alors c'est beaucoup moins consensuel, l'idée de réemprunter comme on l'avait fait pour le Covid. C'est une idée de l'Estonie qui parlait de 100 milliards d'euros qu'on pourrait effectivement emprunter en commun pour booster l'industrie européenne de défense en lui passant des commandes publiques. Il y a quelques pays avec la France, le Portugal, la Roumanie qui seraient favorables, mais ça va se heurter à l'Allemagne, aux pays frugaux. C'est pas mûr du tout. Ce qui est un peu plus mûr, c'est d'utiliser le bras financier armé de l'Europe, la Banque européenne d'investissement, qui aujourd'hui dans ses statuts n'a
pas le droit de financer des armes, on l'appelle d'ailleurs la banque pour le climat, mais elle pourrait, sous pression des États, il y en a 14 qui lui ont demandé de le faire à cette heure-ci, donc une majorité d'États, il faut convaincre les autres, pour que, en fait, elle investisse dans l'industrie de défense pour donner un signal, parce que les banques, en période de paix, les investisseurs ne mettaient pas de l'argent dans des lignes de production, c'est cynique, en période de paix, c'est pas rentable. Mais en période de guerre et dans une situation aussi incertaine pour les années à venir en Europe, eh bien, on va relancer cette industrie de la défense et on espère que les banques, et on peut utiliser cette banque publique européenne, cette banque européenne d'investissement pour donner un signal aux investisseurs privés et relancer cette industrie. En tout cas, c'est de ça dont ils discutent, c'est très long, ils en discutent depuis le début de l'après-midi, ils viennent de passer à table. Et ce volet-là de comment on se prépare un jour peut-être à être en guerre, eh bien, ça prend du temps et c'est extrêmement lié à ces problèmes de budget. Il faut de l'argent pour fabriquer des munitions et des armes. Toute la subtilité, la lenteur, vous le disiez, de ces sommets que vous connaissez par cœur. Angélique Boin, correspondante de France Info à Bruxelles, merci beaucoup avec les moyens techniques. Et on le remercie également de Marc Garvenès. Les informés, il y a cette rigueur budgétaire, finalement, on y revient tout le temps. Il y a aussi, c'est l'occasion un petit peu de tâter le terrain sur l'état de ce groupe des 27, après les déclarations d'Emmanuel Macron, qui finalement, je ne sais pas quel regard vous avez, a permis de faire bouger les lignes. À secouer le cocotier, quoi. Oui. Et effectivement, on n'arrive pas à très bien savoir si c'était vraiment préparé cette déclaration ou si ça ne l'était pas vraiment, mais en tout cas le bénéfice de cette déclaration, c'est que ça a clairement fait bouger les lignes, qu'on a quand même des blocs qui se créent au sein de l'Union européenne avec forcément les pays les plus proches de la Russie qui sont très en soutien de la France et le fait que l'Union européenne se dise qu'aujourd'hui, effectivement, c'est du fait du contexte de blocage des aides côté américain, de se dire, voilà, maintenant la balle est dans notre camp et il va falloir jouer soudé. Sur les avoirs russes gelés, ça fait un moment qu'on en parlait. Bruno Cotresse, là on sent que c'est quand même une hypothèse. Alors Angélique le disait très bien, ça ne va pas régler tout le problème, mais bon, 3 milliards c'est par an, c'est toujours bon à prendre, quoi. Oui, c'est les intérêts de ces avoirs. C'est ça, c'est les intérêts de 210 milliards d'avoirs. Voilà, dont il est question, sachant qu'il y a ces 60 milliards de dollars bloqués pour le moment avec la situation américaine, donc effectivement on est en situation d'urgence de ce point de vue-là. On voit effectivement qu'on est à un tournant, ça très clairement. Le président français a effectivement mis un gros coup de pied dans la fourmilière de ce point de vue-là. Cette question des avoirs russes, elle est susceptible effectivement d'être assez indolore dans les opinions, puisqu'au fond, on voit très bien quel peut être l'argumentaire qui est utilisé, qui est assez simple à expliquer aux opinions. Par contre, c'est vrai qu'au-delà, c'est-à-dire passer véritablement en économie de guerre, c'est-à-dire détailler très concrètement ce que ça veut dire pour nos pays de passer en économie de guerre, qu'est-ce que ça implique comme choix budgétaire, qu'est-ce que ça implique comme priorité, qu'est-ce que ça veut dire très concrètement, est-ce que c'est à horizon de 2 ans, est-ce que c'est pour 5 ans, est-ce que c'est pour 10 ans, on ne sait pas. Et donc de ce point de vue-là, la tâche va être beaucoup plus compliquée. C'est une notion et un concept qu'on entend beaucoup. Par contre, pour le moment, on a quand même beaucoup de mal à saisir très concrètement ce que ça veut dire. Et c'est pas forcément très présent dans le débat français. On continue d'en parler après le fil info, 20h40, Emmanuel Langlois. La disparition de Frédéric Mitterrand, annoncée tout à l'heure peu avant 20h, le neveu de l'ex-chef de l'État François Mitterrand était également une personnalité du monde de la culture au sens large. Il avait tour à tour été exploitant de cinéma, animateur, producteur de télé, écrivain, réalisateur de documentaires et de films, romancier. Il avait par ailleurs dirigé la Villa Médicis à Rome avant d'être nommé ministre de la Culture sous la présidence de Nicolas Sarkozy dans le gouvernement de François Fillon. Sa mort me bouleverse, une amitié de plus de 60 ans nous liait d'une affection inaltérable, réagit sur X Jack Lang. Une enquête a été ouverte par le parquet de Paris après que des messages de menaces d'attentats terroristes ont été envoyés à une 50aine de lycées de la région parisienne hier et aujourd'hui. Gabriel Attal annonce lui un audit des espaces numériques de travail des établissements scolaires. Le gouvernement traque les auteurs, assure le Premier ministre depuis Matignon où il a pris la parole en fin d'après-midi. L'Algérie, elle annonce la tenue d'une élection présidentielle anticipée. Ce sera le 7 septembre prochain, soit 3 mois avant la date initialement prévue.
Et puis ce nouveau contrat pour Airbus, la compagnie sud-coréenne Korean Air va passer commande à l'avionneur européen de 33 exemplaires de l'Airbus A350 pour un montant catalogue de 13 700 millions de dollars. France Info. 20h, 21h, France Info, les informés, Bérangère Bonte. On évoque ce sommet européen et on en viendra dans un instant à une question qui touche aussi l'Europe, le fameux traité de libre-échange CETA entre l'Union européenne et le Canada, contre lequel le Sénat a voté. Aujourd'hui, on est avec Armelle Le Goff du Point, Claire Planchard du groupe EBRA, Bruno Cotresse du Cevipof. Claire Planchard, juste sur cette économie de guerre dont on parlait, c'est vrai que c'est une notion, alors on parle au niveau de l'Europe, mais c'est vrai qu'en France, politiquement, c'est un concept qui n'est pas présent, qui n'est pas... et on imagine que s'il faut avancer vers ça, c'est quelque chose qu'il va falloir, sur lequel il va falloir faire de la pédagogie, peut-être. Oui, tout à fait. C'est vrai que les propos d'Emmanuel Macron s'adressent évidemment aux alliés, voilà, à faire bouger les lignes, mais aussi à son opinion publique. Alors, il y avait un élément qui a été beaucoup souligné, qui était un peu politicien dans la campagne européenne, c'est-à-dire d'obliger chacun à se positionner aussi sur une intervention possible ou pas en Ukraine, notamment l'adversaire principal de ces élections, le Rassemblement national. Mais il y a aussi l'idée de peut-être dramatiser cet enjeu géopolitique pour faire prendre conscience que véritablement, sans doute, que ça va avoir des conséquences au-delà d'une intervention armée dans la vie des Français, que ce soit budgétairement ou dans les choix économiques qui vont être faits. Et c'est vrai qu'Emmanuel Macron, il insiste là-dessus parce qu'effectivement, concrètement, il va falloir décider à quelle mesure des industries, des sites industriels sont mobilisés pour produire davantage d'obus. Enfin, on a entendu aujourd'hui qu'il y avait une usine Thales en Irlande qui allait vraiment augmenter ses capacités de production directement pour les envoyer en Ukraine. On a vraiment des choix qui vont être faits concrètement et qui vont devoir se faire, comme on l'a dit, dans une économie, dans des ressources restreintes. Donc il va y avoir des arbitrages et peut-être fiscaux. Enfin voilà. Donc effectivement, Emmanuel Macron, je pense qu'il y a la volonté, parce que les sondages le disent, les Français sont de moins en moins favorables à un soutien financier de l'Ukraine. En un an, ça a fortement chuté. Donc il y a toujours, politiquement plutôt un notamment soutien. Avec ce débat autour des agriculteurs et de la production de... Tout à fait. C'est-à-dire que la solidarité est là, mais on voit que dans le paysage politique et dans d'autres pays, ça divise davantage. Plus la guerre va durer, plus ça va diviser. Dans d'autres pays d'Europe, justement, c'est un débat et c'est cette notion d'économie de guerre qui est plus présente, Bruno Cotresse, de ce qu'on en comprend en tout cas. Oui, j'imagine que dans les autres pays européens, quand même, à budget contraint, ces questions, comme nous avons en France, se posent également. C'est vrai que pour le moment, c'est un concept qui est un peu au-dessus des têtes, en ce qui concerne la France, qui est peu incarné très concrètement. On voit que le chef de l'État essaye d'expliquer que c'est une question de sécurité nationale, en fait. Et le Premier ministre, le Président disent, au fond, si l'Ukraine tombait, il y a un impact direct, concret dans la vie de tous les jours des Françaises et des Français, mais on voit que c'est un énoncé qui est à la fois tellement explosif, tellement paradoxal, qui est, mais alors finalement, est-ce que nous vivons vraiment dans une situation de menace de notre sécurité nationale ? C'est tellement complexe à expliquer, difficile, c'est tellement source d'anxiété qu'il est quand même assez difficile pour l'exécutif, pour le moment, d'agir sur ce levier. Mais c'est ça le rôle du politique, non ? C'est le rôle du politique, mais aussi le rôle du politique, c'est aussi de donner du sens, évidemment, mais aussi de pas s'embarquer dans un niveau d'anxiété. Je l'ai dit tout à l'heure, le niveau d'anxiété globale dans le pays est très élevé. Regardons les données de Santé publique France, qui ont beaucoup d'indicateurs qui nous disent qu'au niveau santé mentale du pays, c'est pas optimal. Voilà, on va dire les choses comme ça. Donc voilà, il y a une situation qui est complexe. Allez, on passe à notre dernier sujet, le CETA. Alors depuis le temps, et je dis depuis le temps, mais ce traité date de 2016. Je salue Mathilde Dupré, bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes notre experte sur ce sujet. Le CETA, on en parle donc depuis 2016. Il est appliqué, ce traité de libre-échange entre les pays de l'Union européenne et le Canada depuis 2017. Je précise que vous êtes en charge du programme commerce à l'Institut Veblen. Ce texte a été, le Sénat a voté, n'avait jamais été ratifié par le Sénat, et le Sénat a voté contre aujourd'hui. Alors politiquement, ça s'annonçait
Les communistes voulaient faire un coup de tonnerre politique, c'est réussi, puisqu'il y a cette alliance improbable, on va dire, en tout cas inédite, entre les communistes et la droite. Mais à l'arrivée, alors on en parlera peut-être aussi, il y a un espèce de moment de farce, même si c'est pas drôle, c'est franchement pas drôle, mais qui a fait que, avec des rentrées, sorties, des groupes qui quittent l'hémicycle, et on pourra en dire quelques mots. À l'arrivée, ce traité du CETA, on a envie de comprendre comment il peut être appliqué depuis 2017 alors qu'il n'était pas ratifié et quels effets finalement il a, donc, quand on parle de libre-échange. Alors, c'est en effet un accord qui a été déjà ratifié par le Parlement européen et le Conseil en 2016 et 2017. Et donc, suite à ces deux décisions-là, une grosse partie du texte est rentrée en application provisoire en septembre 2017. En fait, c'est le volet commercial qui est rentré en application provisoire. Et il y a encore des dispositions qui portent sur l'investissement et la protection des investisseurs étrangers dans les deux zones qui ne sont pas en application et dont l'application ne serait déclenchée que par un vote positif dans l'ensemble des États membres. Et aujourd'hui, on est dans une situation un peu à mi-chemin, puisque dans les 27, on a encore 10 pays qui ne se sont pas prononcés sur le texte. Ça pose pas de problème pour l'application. C'est ça qui est difficile à comprendre pour nous ici. Mais c'est toute l'ambiguïté de l'Union européenne d'avoir voulu faire un grand traité qui mêle des sujets de compétences européennes et des sujets de compétences des États membres. Et c'est pour ça qu'on se trouve un peu dans cet imbroglio juridique. Et d'ailleurs, depuis, l'Union européenne ne procède plus de la même façon pour pouvoir, elle découpe les accords pour que justement le volet commerce rentre en application sans attendre, sans avoir besoin de ratification des États membres. Et c'est seulement sur le volet investissement qu'ils sont véritablement consultés. On va revenir sur ce qu'il y a vraiment dans cet accord et les effets que ça a eu, parce que de fait, les exportations européennes profitent déjà de cet accord. D'abord, je voudrais juste qu'on comprenne bien, Bruno Cotresse, comment tout ça a été adopté, quand je parlais de farce, sur ce texte qui fait l'objet d'énormément de critiques dans les différentes oppositions depuis des années, et qui là, tout d'un coup, qui est bloqué alors par une alliance entre les communistes et la droite. Sur le cas français, en tout cas, ce qui s'est passé a été l'utilisation par le groupe communiste au Sénat de sa niche parlementaire pour remettre sur la table ce sujet, puisque le texte avait été adopté par l'Assemblée nationale il y a déjà plusieurs années, qu'il a été parti un peu aux oubliettes d'une certaine manière. Et c'est vrai qu'il vient d'être remis par un groupe de l'opposition sur le dessus de la pile, avec une discussion au Sénat. On est à quelques semaines, à 80 jours des élections européennes. Il y a eu la crise agricole et donc tout un contexte qui fait qu'effectivement ce texte aujourd'hui, d'un seul coup, on dit mais alors c'est vrai qu'il y a du libre-échange entre le Canada et les pays membres de l'Union européenne. Quelles sont les conséquences? Est-ce que ça veut dire que, je reprends l'un des orateurs au Sénat cet après-midi, un sénateur républicain, qui dit nous ne pouvons plus continuer à importer d'ailleurs ce que nous produisons chez nous. Un autre sénateur écologiste disait le bilan commercial est mitigé. Il reconnaissait qu'il y avait quelques avancées mitigées, mais au plan écologique, c'est absolument désastreux. Et donc on voit que les différentes forces politiques réinvestissent d'un seul coup un sujet qui était un peu parti aux oubliettes et qui vient activer quelque chose qui est un objet central du débat sur les questions européennes. Est-ce que l'Europe est un bouclier qui protège les pays membres de l'Union européenne de concurrence déloyale, ou est-ce que c'est une Europe qui, au contraire, de ce point de vue-là, est faible? Et c'est vrai que dans le contexte des élections européennes, ce sujet, il est en fait assez central. Marie Dupré, Mais on peut quand même noter qu'il y a une certaine constance dans le vote des parlementaires français, puisque déjà en 2017, au Parlement européen, ils avaient été une majorité à se prononcer contre le CETA, même si c'était pas du tout le reflet de l'opinion des autres groupes politiques des autres pays membres. Et ensuite, à l'Assemblée nationale, ça avait été un vote très houleux, alors même que le gouvernement avait une majorité confortable à l'époque, et l'ensemble des oppositions avaient voté contre le texte, et même certains députés de la majorité s'étaient abstenus ou avaient voté contre. Donc il y a certes le contexte actuel post-crise agricole et des élections européennes, mais finalement la position des différents groupes n'a pas tant varié que ça. N'a pas tant varié. Et on se demandera après quand même ce qui va advenir de ce texte, parce qu'évidemment il y a eu un vote du Sénat qui n'oblige pas la France à annoncer qu'elle ne ratifie pas, mais qui pose des questions
élection sans doute démocratique. Est-ce que ça repasse à l'Assemblée, etc. On parle de tout ça après le Fil Info, 20h51. Emmanuel Langlois. Et il avait tour à tour été cinéaste, producteur, journaliste, écrivain, ancien ministre de la Culture et membre de l'Académie des Beaux-Arts. Frédéric Mitterrand est décédé ce jeudi à l'âge de 76 ans. Il se battait depuis plus d'1 an contre un cancer qu'il avait publiquement révélé. Le monde de la culture perd ce soir un de ses grands serviteurs. Salut sur X, Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée. C'est un homme profondément humain. Salut l'ancien président Nicolas Sarkozy. Ce grave accident en Bretagne où une voiture a fauché cet après-midi un groupe de 12 cyclistes sur une départementale à Noyal-Châtillon-sur-Seiche, au sud de Rennes. Un homme âgé d'une 40aine d'années a été tué, un autre a été grièvement blessé. Le conducteur de la voiture âgé de 18 ans ainsi qu'un 3e cycliste ont eux été légèrement blessés. Lui vit en exil en Belgique depuis plus de 6 ans pour fuir la justice espagnole et le mandat d'arrêt qui pèse sur lui depuis sa tentative de sécession avortée de la Catalogne en 2017. Mais c'est depuis les Pyrénées-Orientales que l'indépendantiste Carles Puigdemont annonce aujourd'hui qu'il sera de nouveau candidat aux élections régionales du 12 mai dans cette région de Catalogne en Espagne. France Info. 20h, 21h, France Info, les informés, Bérangère Bonte. Bruno Cotresse est là pour le CEVIPOF, Claire Planchard pour le groupe EBRA, Armelle Le Goff pour Le Point et Mathilde Dupré pour l'Institut Veblen, experte sur ce sujet du traité de libre-échange CETA. Bilan commercial, bilan écologique, dites-nous, depuis donc 2017, en quelques mots. Marie Dupré. Alors, sur le plan économique, les retombées, elles sont assez limitées. Et c'était d'ailleurs ce qui était annoncé depuis le départ, en dépit d'une communication extrêmement positive de la Commission européenne. Si on regarde les exportations de l'Union européenne en valeur, elles ont augmenté de 0,7% entre 2017 et 2022, alors qu'elles avaient augmenté de 34% entre 2012 et 2017. Avant le Donc traité. l'effet est relativement imperceptible. Après, il y a quelques secteurs... Alors que c'est censé faciliter. Tout à fait. Mais en fait, il faut savoir quand même que c'est un accord qui baissait des droits de douane dans des domaines... quelques-uns où il restait des pics tarifaires, mais sinon, on commerçait déjà beaucoup entre l'Union européenne et le Canada, et il restait déjà plus beaucoup de barrières Quels étaient les tarifaires. secteurs, quelques secteurs qui étaient censés être boostés par cet accord ? Il y avait quelques pics tarifaires dans le secteur alimentaire et agroalimentaire, dans le secteur textile notamment. Après, dans les secteurs qui ont le plus bénéficié de ces échanges, de ces progressions d'échanges, on trouve notamment côté Canada les engrais, le nickel, les combustibles minéraux, et côté européen, l'industrie automobile, l'industrie chimique, et là aussi les combustibles minéraux. Alors, quand on parle du bœuf, qui est une des grosses inquiétudes... Pour le Mercosur, plus que pour le CETA. Non, pour le CETA, c'était déjà un argument mis en avant par les agriculteurs, parce qu'il y avait 65 000 tonnes... Avec des exigences de bœuf qui sanitaires pouvaient rentrer sur le marché européen, ce qui peut faire 16% de la consommation européenne d'aloyaux, si c'est que des morceaux de qualité qui étaient exportés, par exemple. Donc, ce n'est pas non plus négligeable. Et effectivement, ce qui était mis en avant par les producteurs, c'est qu'il y a des normes qui sont très différentes entre celles qui s'appliquent aux producteurs européens et celles qui s'appliquent aux producteurs canadiens, notamment l'utilisation de farines animales, qui est strictement interdite dans l'Union européenne, l'utilisation d'antibiotiques comme activateurs de croissance et aussi certaines solutions pour décontaminer les carcasses dans les abattoirs que jusque-là, auxquelles on avait dit non. Ouais. Que va-t-il advenir de ce texte, là, aujourd'hui, maintenant que le Sénat dit non ? Est-ce que le gouvernement français peut s'asseoir, pardon pour l'expression, mais sur ce vote ? Est-ce que ça vous semble envisageable ? Qui veut répondre ? Armelle Le Goff, Bruno Cotresse. Ça me paraît compliqué de complètement s'asseoir parce qu'on voit que ça peut éveiller dans l'opinion tout un tas de signaux. En tout cas, moi, du point de vue de mon domaine d'expertise, je vois que dans l'opinion, ça peut allumer plein de signaux. Il y a tout un tas de mots qui sont associés au traité. Tiens, ça réveille un petit peu traité constitutionnel 2005. Ça n'a rien à voir, mais voilà. Libre-échange, c'est vrai que c'est un mot qui est dans le débat politique français, est un mot qui n'est pas toujours facile à porter. Donc, s'asseoir complètement dessus, faire comme si rien ne s'était passé aujourd'hui semble Donc, l'étape suivante, un peu compliqué. C'est quoi ? Ça peut repartir à l'Assemblée, puisque maintenant, il y a une version, parce que le texte a été retravaillé, là. Ça peut être ça ? Oui, ça peut repartir à l'Assemblée, effectivement.
C'est une Tout des à fait. options. Normalement, c'est Mathilde l'Assemblée Dupré qui aura le dernier mot. La question, c'est est-ce que le texte sera inscrit alors l'agenda de l'Assemblée. Aujourd'hui, le groupe communiste semble dire qu'ils pourraient le faire dans leur niche communiste à nouveau, et ils en ont une le 30 mai prochain. Après, est-ce que le gouvernement acceptera cet examen? On verra. Ils peuvent aussi retirer le projet de loi. Enfin, tout est possible à ce stade. Et après, il faut savoir que même si un pays vote contre, il y a encore toute une chaîne de décisions à prendre derrière. Le pays doit notifier l'échec de la ratification au niveau européen, et ensuite il faudrait éventuellement que la Commission du coup propose la fin de l'application provisoire, mais ce qui demande encore beaucoup d'étapes de ratification. Et il y a d'autres pays comme Chypre qui avaient voté contre et il ne s'était rien passé. Et tout ça peut s'arrêter. Je veux dire, si un pays sort du traité, que se passe-t-il? Un pays ne sort pas tout seul du traité parce qu'on est un marché commun, mais si un pays dit que c'est pas possible de ratifier le traité chez lui, vu la façon dont il a été conçu, normalement tout le monde doit y mettre fin. Un mot sur ce qui s'est passé au Sénat. Claire Planchard, le spectacle est quand même assez terrible, il faut aussi le dire. Oui, on est dans un contexte, c'est vrai qu'on est moins habitué à ce genre de spectacle au Sénat qui avait toujours défendu son calme, sa pondération par rapport à l'Assemblée nationale. Là, aujourd'hui, on est dans un climat électrique où on voit bien que ce sujet électrise. Voilà, il y a eu les agriculteurs, il y a ce débat du libre-échange, il y a cette tension qui fait qu'effectivement, les républicains et les communistes aujourd'hui se sont alliés. On voit bien que le gouvernement est scruté. Hein. Tout pourra être motif à attaque et à des succès contre sa politique. Puisque vous avez la main, la une des journaux du groupe EBRA, quotidien d'Est de la France. Demain, dites-nous, Claire. Demain, on fait un gros dossier sur les 30 ans du SIDAction. Quel regard sur la maladie, sur les malades, et la séropositivité. La une du Point, Armée Le Goff. La contagion antisémite, et on revient sur les événements de Sciences Po Paris la semaine passée. Eh bien, on lira ça. Merci beaucoup, Mathilde Dupré. Merci pour vos éclairages. Merci aussi à Bruno Cotresse. Demain matin, pas d'informés pour cause d'émission spéciale Demain l'Europe, avec comme invité Jordan Bardella, tête de liste RN pour les élections européennes de 8h30 à 9h30. Notez-le. Et pour vous accompagner dès 20h demain soir, ce sera Benjamin Sportouche. Bonne soirée.